Bonjour, le cours, le module 7 de MEC 2310 est consacré à la transmission par courroie. Le plan de cours est le suivant, une introduction, présentation des courroies plates et trapézoïdales, courroie synchrone ou désignée sous le terme cranté, la théorie des courroies et poulies, et enfin, on termine par la conception du choix d'une transmission. En ce qui concerne les courroies, c'est un transmetteur flexible ou souple et la courroie est un transmetteur de type flexible, on avait dit, elle est utilisée pour la transmission de puissance depuis la source motrice, le moteur, qui peut être un moteur électrique, un moteur thermique, une turbine, une éolienne, vers la machine entraînée où a lieu le travail utile. Donc le travail utile sous forme de charge mécanique en translation ou en rotation. Alors, il existe, donc pour les transmetteurs, il existe deux types de transmetteurs. Les rigides, ce sont essentiellement par engrainement, tels que les boîtes de vitesse par exemple, à l'aide des engrenages, et ce qu'on appelle les transmetteurs flexibles. Pour les transmetteurs flexibles, il y en a deux sortes, par engrainement et par frottement. Dans notre cours, on va focaliser essentiellement sur les transmetteurs flexibles par adhérence et donc par frottement. On va donc discuter les courroies plates et les courroies trapézoïdales. Quelques avantages et inconvénients des courroies élastomères. Quand on parle d'élastomères, ce sont des polymères et essentiellement on parle de caoutchouc. Alors le terme élastomère, c'est tout simplement élastique et polymère. Les avantages, grosso modo, les avantages de ces transmetteurs flexibles, les courroies, ce sont des frais d'installation réduits, des coûts d'entretien modestes à moyens, pas besoin de lubrification pour une courroie en caoutchouc, elles sont silencieuses, transmission à grande vitesse, peuvent absorber des chocs et des vibrations, c'est bien même la caractéristique même des élastomères, des caoutchoucs, et un avantage très important, c'est la transmission sur de longues distances. On peut aller jusqu'à 12 mètres pour transmettre de la puissance. Les désavantages, ce sont des polymères et ils subissent le phénomène de fluage. Le fluage, c'est une déformation lorsque la contrainte est constante. Il peut y avoir des glissements. La durée de vie, elle est de quelques centaines à un millier d'heures et bien sûr la puissance et couple transmis de faible à moyen. Alors ces avantages et ces inconvénients sont essentiellement comparés par rapport aux transmetteurs rigides type réducteur. Pour les courroies plates, ce sont les courroies les plus anciennement utilisées. La tension est très élevée, donc il y a une très forte réaction sur les paliers de la poulie. Par exemple, ici c'est une courroie plate et la force qui s'exerce sur les paliers est assez élevée. Elles sont légères, la vitesse est très grande, on peut aller à des vitesses très importantes, d'où des rendements aussi importants, 98%, sauf que elles ont un désavantage, elles peuvent glisser sur la poulie, et donc aussi, malheureusement, le rendement peut descendre aussi suite à cet inconvénient. Elles sont larges, donc l'encombrement axial est très grand, ce qui fait qu'aussi c'est un inconvénient. Bonne flexibilité. La flexibilité peut être un avantage parce qu'on peut enrouler autour de plus petites poulies. Elles sont minces, d'où des applications où la courroie doit être croisée. Il faut quand même dire que les courroies plates, elles sont très peu utilisées dans l'industrie. Et ici, c'est un exemple de courroie plate, des exemples d'arrangement typiques. Par exemple, on peut avoir ici des arbres perpendiculaires, on peut les croiser de cette façon-là, on peut les faire sous cette forme-là, etc. Donc ça, c'est un avantage des courroies plates. Pour les courroies trapézoïdales, les avantages, c'est que la courroie, elle est ancrée
dans la poulie. C'est ce qu'on appelle dans la gorge ici de la poulie. Donc, ce qui fait qu'elle ne glissera pas. Donc, le facteur de glissement est moindre par rapport aux courroies plates. L'angle de contact avec la poulie, cet angle-là, améliore bien sûr l'adhérence et donc il va améliorer ici le phénomène de glissement. Et aussi, du moment qu'elle s'appuie sur les deux côtés, la réaction sur les paliers est moindre par rapport aux courroies plates. Le coincement dans la poulie diminue effectivement le rendement. Les inconvénients de ces courroies trapézoïdales, elles sont lourdes, donc les effets plus importants de la force centrifuge, elles sont épaisses et exigent bien sûr des poulies plus grandes, ce qui fait que le poids va être beaucoup plus important. Un exemple de courroie trapézoïdale classique, on a affaire à des classiques enveloppés, des classiques attachés, des classiques encochés, mais on peut avoir rencontré aussi d'autres types de courroies trapézoïdales dans l'industrie. Ici, pour l'évolution des courroies à transmission par adhérence, les courroies plates existent depuis l'Antiquité, surtout sous forme de cuir par exemple. À partir du début du XXe siècle, sont apparues les courroies classiques avec un angle de 40 degrés. Plus tard, d'autres types de courroies sont apparus dans le système de transmission de puissance. Les courroies synchrones, on va en parler très brièvement. Ces courroies synchrones, ce sont des courroies, ce qu'on appelle par engrainement. Vous pouvez voir ici la poulie avec des dents, un genre d'engrenage, et les courroies elles-mêmes, elles possèdent des dents ici. Ces courroies peuvent aller à des vitesses assez importantes, jusqu'à 80 mètres par seconde. Les puissances peuvent être aussi assez puissantes. Le gros avantage de ces courroies synchrones, essentiellement, c'est le rapport de vitesse qui est constant. Ces courroies sont utilisées dans l'industrie automobile, par exemple, pour synchroniser la vitesse de l'arbre à cames avec le vilebrequin. Alors, pour les courroies par engrainement, le transfert, on assiste à un transfert instantané de la charge. Le rapport de la vitesse est presque constant. Il tourne autour de la valeur théorique. Alors, dans cette courbe-là, par exemple, vous avez le rapport de transmission I en fonction du temps. En pointillé, le rapport théorique, donc si on a une constante, et la courroie corontée, on peut avoir une fluctuation d'un faible pourcentage de 0 à 0,5%. En ce qui concerne les courroies par adhérence, le transfert est progressif et régulier de la charge. On a quand même un glissement par rapport à la vitesse théorique et on a cette formule, le rapport de transmission, c'est le rapport des vitesses 1 moins S, où S c'est le facteur de glissement. Si on compare par rapport à la figure sur l'engrainement, on peut voir ici toujours le rapport de transmission théorique en pointillé qui est constant, et pour le réel, c'est-à-dire pour les courroies par adhérence, on voit ici une variation de 0,5 à 2%. Il faut aussi signaler, dans les courroies par adhérence, on a déjà énoncé que les courroies plates, c'est elles qui ont beaucoup plus tendance à glisser comparativement par rapport aux courroies trapézoïdales. En ce qui concerne la théorie sur les courroies et poulies, on distingue deux parties. Donc une partie analyse géométrique et une partie analyse de force. Pour la géométrie, on a le diamètre, on a deux poulies, donc une poulie qu'on appelle menante et une poulie menée. La plus grosse poulie est la poulie et c'est la poulie menée. Donc on a deux diamètres, D1 et D2. On a l'anthrax entre les deux axes des arbres et l'angle d'enroulement θ1 sur la poulie menante et l'angle θ2 sur la poulie menée. Pour l'analyse des forces, on a aussi ce qu'on appelle l'anthrax, c'est-à-dire la distance entre les deux axes. Pour l'analyse des forces, on a la force F1 qui est ce qu'on appelle
la force sur du brin tendu. La force F2, c'est la force du brin mou. La force F1 étant toujours supérieure à la force F2. On a aussi la force F3 qui est la réaction sur les paliers et Fi, la tension initiale. Pour le calcul de la longueur primitive de la courroie, connaissant le diamètre D1, connaissant le diamètre D2, connaissant aussi la distance de l'anthrax qui est une valeur qui peut être une contrainte. Si par exemple ce n'est pas une contrainte et le concepteur a toute la latitude, le paramètre C peut être pris comme étant la moyenne entre ces deux distances, c'est-à-dire 3D2 plus D1 plus 3D2 divisé par 2 et on obtient l'anthrax moyen. Donc c'est une première valeur d'un anthrax. Connaissant D1, D2, connaissant C, on peut aller chercher ce qu'on appelle la longueur primitive et aussi connaissant D1 et D2 et C, on pourrait aussi avoir ce qu'on appelle l'angle d'enroulement θ1. Donc θ1, c'est égal pour la poulie menante, c'est 180 degrés moins 2 fois delta, donc cet espace-là, c'est-à-dire l'endroit où la courroie ne touche pas la poulie. Pour la poulie menée, donc cet angle d'enroulement, c'est 180 plus 2 bêta, où bêta est égal à sin de moins 1, d2 moins d1 divisé par 2c, où c est la longueur de l'anthrax. Pour l'analyse des forces en fonctionnement, on prend un bout de courroie, on fait un calcul sur un bout de courroie, sachant que la force du brin tendu est supérieure à celle du brin mou, donc on a une différence dans ce morceau de courroie sur la poulie, où F plus dF de ce côté, de la force plus grande, de l'autre côté, on a F qui est plus faible, plus petite, D1 c'est la réaction en appui, dθ c'est l'angle de poulie sur lequel on fait les calculs, F, coefficient de frottement, et ça c'est la force de frottement. Le calcul, on fait l'équilibre des forces dans cette partie. L'équilibre des forces horizontales nous donne cette équation, et en négligeant les angles, on aboutit à cette expression qui était la variation de la réaction aux appuis approximatant est égale à cette force F que divise plutôt que multiplie l'angle de delta θ. Ensuite, l'équilibre des forces verticales, la somme des forces sur le plan vertical, ces forces verticales, nous donne cette expression. La même chose en négligeant les angles faibles, la variation de la force, on la trouve approximatant égale au coefficient de frottement que multiplie la réaction aux appuis. Alors, toujours en faisant l'équilibre des forces sur ce morceau de caoutchouc, de courroie, qui est associé à la poulie bien sûr, en combinant les deux équations, on aboutit à une équation très connue dans le domaine des frottements, c'est ce qu'on appelle la relation d'Euler. Donc cette relation F1 que divise F2 est égale à exponentielle de F qui est le facteur coefficient de frottement que multiplie θ1 qui est l'angle d'enroulement sur la courroie. Les angles de contact, alors pour les angles de contact, on avait déjà précisé F1 c'est l'angle, c'est la force sur le brin tendu, F2 c'est la force du brin mou, F1 toujours supérieur à F2, sur θ1 l'angle total d'enroulement de la courroie, ici de la poulie sur la courroie, sur la poulie, θ1, et on a deux autres angles. Alors θ, cet angle θ, c'est l'angle sur lequel la tension varie dans la courroie. Donc c'est ce qu'on appelle l'arc de glissement où se produisent un allongement et un raccourcissement. Ici, la différence de force est légèrement importante, ce qui fait qu'on peut avoir un delta. Dans cette partie bleu foncé, c'est ce qu'on appelle l'angle sur lequel la courroie adhère sur la poulie sans déformation. C'est ce qu'on appelle l'angle de repos et les forces, la variation de force, elle est négligée ici. Ensuite, la variation de longueur sur ce morceau-là de la courroie occasionne un glissement entre la courroie et la poulie. D'où ce qu'on introduit la notion de facteur géométrique Fs contre le patinage. Fs est égal à θ1 que divise cet angle
où nous avons une variation de longueur, où on peut avoir, où se produit l'allongement et le raccourcissement, et où se produit sur le glissement. Pour la courroie trapézoïdale, les forces, le bilan de force est sous cette forme-là. On introduit ce qu'on appelle le coefficient de frottement par un coefficient équivalent FE ou dynamique. Ce coefficient FE est donné par cette expression, c'est F sin de phi. C'est le rapport de coefficient de frottement sur phi divisé par 2. Sin de phi divisé par 2. Habituellement, les courroies trapézoïdales ont l'angle phi égal, les standards majoritairement, c'est l'angle de 40%. Et dans ce cas, la relation de l'heure devient F1 sur F2 qui est égal à exponentielle de FE sur fois θ1. C'est-à-dire, tout simplement, on remplace le facteur, le coefficient de frottement classique F par ce qu'on appelle un coefficient de frottement équivalent ou dynamique. Maintenant, en fonctionnement, il peut apparaître ce qu'on appelle une force centrifuge, dépendamment de la vitesse et dépendamment du poids de la courroie. Alors cette force centrifuge, si elle apparaît, elle est donnée par l'expression V au carré, la vitesse de tangentielle que multiplie M'. M', c'est ce qu'on appelle la masse linéaire ou la masse linéique pour une courroie plate. Elle est donnée par cette expression où nous avons l'épaisseur, la largeur et la densité du matériau. La force centrifuge diminue la force normale entre la courroie et la poulie, et dans ce cas, la présence de cette force centrifuge, l'équation de l'air est transformée. On introduit l'équation ici, on introduit la force de frottement à plutôt la force centrifuge qui est intégrée. Cette équation-là, quand vous voyez, quand vous avez l'expression F coefficient de frottement, donc c'est de l'expression pour une courroie plate. Pour une vitesse inférieure à 10 mètres par seconde, on peut considérer cette force centrifuge et elle peut être négligée. Les tensions dans la courroie, lorsque vous avez ici à l'arrêt, nous avons ce qu'on appelle FI, la tension initiale. Cette tension initiale, elle est égale à FO divisé par 2. FO, je rappelle, c'est la force sur les paliers. Ici, la poulie, elle est à l'arrêt. En fonctionnement et apparition, donc la poulie, elle tourne, donc il y a un couple. Ce couple-là est égal à F1 moins F2, c'est-à-dire la différence D de la force du brin tendu moins la force sur le brin mou que multiplie le rayon de la poulie. Et bien sûr, on a ces expressions où F1 est égal à Fi plus delta F pour le brin tendu, et on a F2 qui est égal à Fi moins delta F. En absence d'une force centrifuge et connaissant le couple C par exemple, information que vous pouvez avoir sur les caractéristiques du moteur à travers la puissance, connaissant le facteur de frottement, ce qui est une valeur du matériau, le caoutchouc, élastomère, connaissant l'angle d'enroulement à travers les distances D1 et D2, donc on peut, la résolution de ces deux équations-là vous permet d'aller chercher la force F1. Donc F1 est donné par cette expression, c'est la même expression qu'on a ici en dessous, tout simplement, on connaît la relation entre la puissance et le couple. On peut aussi avoir la relation directement de la force. On peut connaître F1 soit à travers la puissance, soit à travers le couple. Cette valeur F1 est très importante. Cette F1 est limitée par la valeur maximale qui est définie par la résistance de la courroie. Cette valeur F1 max, normalement, vous la trouvez dans des tableaux, et ces tableaux sont donnés par des valeurs données par le manufacturier. Et cette valeur-là, il ne faut pas la dépasser, sinon vous allez avoir des ruptures de votre courroie. La force, connaissant maintenant F1, F2, on est capable d'aller chercher la force F0, FO, qui est la force qui s'exerce sur le palier. On peut approximer, première approximation, si l'angle bêta est petit,
Donc l'angle θ est proche de 180 degrés. Donc on peut considérer que l'angle cos de 2 bêta A est proche de 1 et on peut approximer la force sur le palier comme étant la sommation de F1 plus F2. La même chose ici, donc dans la tension initiale dans une courroie plate en absence d'une force centrifuge. Donc ça c'est la relation de l'air. Delta F c'est la variation de force ici. Le couple est donné à travers la puissance et on peut aller chercher directement à travers ces équations, on peut aller directement chercher la force Fe ou bien on la cherche comme tout à l'heure dans la diapo précédente à travers F1 et F2 et on est capable d'aller chercher aussi la tension initiale. Maintenant, un exemple de critères de conception. Si par exemple vous avez des coefficients de frottement entre les deux poulies et la courroie sont différents, par exemple si vous avez deux poulies qui sont de matériaux différents, c'est la courroie est en caoutchouc, c'est le même matériau, mais vous pouvez avoir la poulie menante qui est faite d'un matériau et la poulie menée peut être d'un autre matériau, ce qui fait que les coefficients de frottement sont différents. Vous avez un exemple de calcul ici et la conclusion est que le calcul doit être effectué pour la poulie de la pompe ici, par exemple, là où le coefficient de frottement est plus faible. La notion de fréquence de passage Fr est donnée par cette relation. Fr est égal à la vitesse que divise la longueur, soit la longueur primitive, soit la longueur standard. Une fois que vous avez finalisé votre calcul, vous pouvez avoir une idée sur la fréquence de passage. Cette fréquence de passage, tout simplement, plus la fréquence est élevée, plus la courroie accumule des cycles de fatigue. Et bien sûr, plus sa vie va être très courte, et la courroie aussi, pour le dire, elle va se fatiguer beaucoup plus vite, suite à de la flexion due à son propre poids et aussi due à la variation de tension, comme on a le signalé tout à l'heure dans la partie courroie lorsqu'on avait parlé du facteur de sécurité géométrique. On vous donne quelques exemples ici, pour les courroies plates, pour le cuir, pour les matériaux synthétiques. On vous donne des exemples ici de valeurs recommandées des fréquences pour le cuir, matériaux synthétiques, ou bien pour les courroies trapézoïdales, que ce soit classique ou étroite. Pour la conception et choix de courroies et poulies, on a un certain nombre, normalement vous avez un certain nombre de données avant de commencer à faire votre conception. Vous avez besoin de connaître la puissance du moteur, c'est une donnée importante. Vous allez chercher l'information sur le type de machine entraînée. Ces notions sont fondamentales. Ce sont des données, c'est à vous d'aller les chercher. Connaissant aussi la vitesse de rotation, la vitesse de rotation du moteur et aussi connaissant à quel degré de réduction vous voulez. Donc le paramètre I est imposé. Vous allez chercher de l'information sur l'encombrement axial admissible, le diamètre des arbres, un certain nombre de données avant de commencer à faire votre calcul préliminaire. Ensuite, vous avez à trouver le facteur de service KS, l'angle d'enroulement θ1, le produit F sur θ1, c'est-à-dire F c'est le facteur, c'est le matériau caoutchouc, θ1 c'est l'angle d'enroulement. Vous allez faire appel à des facteurs de correction, aller chercher la puissance de base, la puissance nette, etc. Les étapes de calcul sont les suivantes. La première des choses, vous allez chercher la section de courroie. À travers cette section de courroie, vous allez identifier des diamètres des poulies, c'est-à-dire des 1 et des 2, poulies menantes, poulies menées, sur la base d'une vitesse optimale recommandée et sur la base d'un facteur de réduction imposé. Connaissant donc D1, D2, l'anthrax, vous êtes capable d'aller chercher la longueur primitive de la courroie, LP. Une fois vous trouvez la longueur primitive, vous allez chercher dans le catalogue, dans la même section où vous avez cherché vos diamètres, pour calculer, pour choisir une
longueur normalisée de courroie. Une fois vous choisissez cette longueur normalisée, vous allez refaire un calcul de votre anthrax, c'est ce qu'on appelle l'anthrax final, C'. À partir de là, vous pouvez aussi chercher donc des puissances primitives, les puissances brutes, et vous allez chercher le nombre de courroies que vous allez placer sur votre poulie. Vous êtes capable aussi, à travers le nombre de courroies, le type de section, vous êtes capable d'aller chercher, il y a des formules pour aller chercher la largeur des poulies pour vérifier est-ce que au niveau de l'espace disponible, au niveau des arbres, est-ce que vous pouvez placer votre poulie. On peut aller chercher la fréquence de passage au besoin. Aussi, on peut faire l'analyse des forces des brins tendus F1 et mou F2, la tension initiale, la réaction sur les palets F0, F aussi, la réaction sur les palets, c'est une donnée importante qui peut être aussi, au besoin, utilisée lors de la conception des arbres. Le choix d'une section, le choix des diamètres D1, D2, le calcul et normalisation des longueurs LPSE, le calcul de l'anthrax initial, calcul de la puissance de base et net, calcul de la puissance effective, calcul de la section ou du nombre de courroies NC, calcul de l'anthrax C' et calcul de la fréquence FR. Des fois, ces chiffres ne sont pas dans ces valeurs-là, on ne suit pas de façon systématique. On peut aller par exemple, lorsqu'on trouve le calcul de l'anthrax final C', on le calcule une fois nous avons trouvé LS. D'accord? Donc cette séquence n'est pas obligatoirement suivie. En ce qui concerne la première approche de la conception, c'est aller chercher ce qu'on appelle le choix d'une section. Cette figure, elle est universelle et utilisée dans toute littérature d'ingénierie scientifique. Cette littérature, connaissant la puissance de votre moteur, connaissant la vitesse de rotation de votre moteur, ces informations sont inscrites sur la fiche signalétique du moteur auquel vous voulez coupler une courroie. Donc, connaissant la puissance, vous allez venir ici dans ces courbes. Vous n'êtes pas obligé de tomber exactement sur cette droite. Vous allez tomber dans des intervalles et vous allez choisir la section appropriée où vous allez fouiner pour aller chercher vos diamètres appropriés. Alors, on peut remarquer de cette courbe aussi, plus vous en montez en puissance, plus la section, on l'augmente par ordre alphabétique. Vous avez A, B, C, D, E. Donc le X, c'est X, DX pour des courroies spéciales. Et on peut voir ici aussi, plus la section, plus la puissance est grande, plus les dimensions de la courroie sont de plus en plus grandes en termes de largeur, d'épaisseur. Donc ça, c'est les courroies de type A, B, C, D, E. On voit plus, le moteur est plus puissant, plus bien sûr, on va aller vers des courroies de plus en plus grandes, de plus en plus importantes. Alors, il faut faire un compromis entre l'encombrement, c'est-à-dire C, en respectant donc les diamètres, la vitesse V avec D1, D2, la puissance par courroie. Très important, les limites recommandées pour la vitesse linéaire sont comprises entre 5 mètres et 25 mètres par seconde et on recommande une vitesse optimale autour de 20 mètres par seconde. C'est une recommandation. Ici, dans ce tableau-là, c'est ici que vous allez, à partir du premier diagramme qui donne la puissance versus le nombre de tours du moteur, vous allez choisir la section et vous allez venir ici pour choisir vos diamètres. Donc vous allez toujours commencer par le plus petit diamètre. Ensuite, dépendamment du nombre I de réduction, vous allez le multiplier par le nombre de réductions recommandées, pas recommandées, exigées. Vous allez trouver un diamètre D2 dans la même section. Ensuite, vous allez vous rapprocher du diamètre le plus proche. Ensuite, à partir de là, vous allez refaire votre calcul si vous êtes toujours pas loin du I recommandé. Et aussi, connaissant le diamètre D initial, vous êtes capable d'aller chercher la vitesse pour savoir si vous êtes dans les vitesses recommandées. Une fois vous trouvez vos
à travers un certain nombre d'itérations, vous allez trouver éventuellement, vous rapprocher de la vitesse optimale de 20, 25, ça dépend. Vous devez respecter systématiquement le rapport de réduction, c'est une exigence du client. Vous allez venir ici, vous allez calculer le diamètre, plutôt la longueur primitive LP. Une fois que vous trouvez cette longueur primitive, en supposant que vous êtes dans la section A, vous allez venir vous approcher de la valeur la plus proche. Supposons que si vous trouvez par exemple LP égale à 580, vous allez venir ici et vous allez faire le calcul. Vous allez choisir pour un premier choix, vous allez choisir la longueur standard normalisée de 585. Une fois vous avez cette longueur standard, vous allez recalculer ce qu'on appelle l'anthrax final. Donc l'anthrax final, rappelez-vous bien que la longueur primitive, nous l'avons cherchée à travers cette formule. Donc on a trouvé D1, D2, on a approximé l'anthrax initial, ensuite on a identifié la longueur primitive. Maintenant c'est l'inverse qu'on va faire. Maintenant on connaît D1, on connaît D2 et on connaît LS, la longueur standard. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, ces équations A, B, C, A, B, D, c'est cette équation-là qu'on a décortiquée. Elle est plus simple, donc on a trouvé ces termes-là, et à partir de là, connaissant A, B et D, on est capable d'aller vers le diamètre par l'anthrax final C'. Donc, rappelez-vous bien, donc attention, cette formule, c'est pour le calcul de la longueur primitive de la courroie. Je l'ai présenté ici, tout simplement, pour faire le lien avec le paramètre A, B et D qui vous permettent de vous donner l'anthrax final C'. Donc, on calcule, pour aller chercher le nombre de courroies placées sur la poulie, on calcule tout d'abord la puissance brute. Donc la puissance brute représente la puissance maximale transmise par une courroie. Elle peut être calculée ou choisie essentiellement à partir des catalogues des manufacturiers. On regarde dans ce tableau, en supposant que nous sommes dans la section A et que nous avons le diamètre de la poulie menante 100 et qu'on a une vitesse de 15 mètres par seconde, je viens ici, ma puissance brute, PR en kilowatts, ça représente 3,1. Si par exemple vous avez un diamètre intermédiaire ici, vous allez interpoler pour aller chercher votre puissance brute. Connaissant ces valeurs, on est capable d'aller chercher donc la puissance brute. Je le cherche, je le trouve du tableau. K1 et K2, je le trouve des figures suivantes et je calcule la puissance nette. Ensuite, on va aller vers l'autre puissance, c'est ce qu'on appelle la puissance effective P'. La puissance P' est égale à Ks que multiplie P. P, c'est la puissance nominale indiquée sur la fiche signalétique du moteur qui est donnée bien sûr en kilowatts. Si la puissance est donnée en HP, on fait la conversion nécessaire. Ks, c'est le facteur de service empirique qui dépend de la machine entraînée et du moteur. Alors, donc, ayant les deux puissances effectives et nettes, on peut aller chercher ce qu'on appelle le calcul du nombre de courroies NC. Donc, c'est le rapport de la P' sur P'(R). Maintenant, comment on va aller chercher ce facteur de service? C'est un peu l'équivalent d'un facteur de sécurité. Par exemple, si vous avez ici un ventilateur avec un moteur de design B où vous avez un couple normal, dans la première colonne ici, elle correspond à un fonctionnement intermittent de 3 à 5 heures par jour. Supposons que vous avez un ventilateur qui fonctionne 2 heures par jour et que vous avez le moteur, la source motrice, c'est un de design B, donc il n'y a pas de changement KS. La puissance effective peut être assimilée à la puissance nominale. Par contre, si par exemple, comme c'est dans le cas de l'étude de cas, on a affaire à, dans l'étude de cas, nous avons affaire à un convoyeur, à courroie, il y a des chocs, il peut y avoir des petits chocs comme ça,
Et si, par exemple, dans le cas des convoyeurs, par exemple, on est dans la troisième colonne où ça fonctionne pour des raisons de rentabilité. Le convoyeur doit fonctionner pratiquement 24 sur 24, sauf pour des raisons d'entretien. Donc, on se trouve dans cette troisième colonne-là. D'accord? Donc, à partir de là, on peut peut-être aller chercher 1.3 comme le facteur de service KS. Donc, ce facteur de service, je dirais qu'il est un peu équivalent à un facteur de sécurité tout simplement. À partir de là, donc connaissant le nombre de courroies, on est capable d'aller chercher ce qu'on appelle la largeur de la poulie. Cette largeur de la poulie, vous pouvez l'identifier à travers ce tableau. Donc si vous êtes toujours dans la section A, donc ça c'est les sections, ça c'est pour les séries étroites qu'on ne va pas voir ici dans notre cas. Les séries classiques, on est dans les séries classiques. Si on est par exemple dans la section A où nous avons identifié nos diamètres D1 et D2 et nous avons aussi identifié la longueur S normalisée, la longueur de courroie, on va aller chercher le paramètre G, le paramètre F, NC, nous l'avons calculé sur le rapport des puissances et on est capable d'aller chercher le nombre de courroies, la largeur, pardon, et cette largeur-là, bien sûr, on va voir si cette poulie peut être placée, est-ce qu'il y a assez d'espace pour placer notre poulie sur l'arbre du moteur, essentiellement, puisqu'on parle ici, nos calculs ont été basés sur la poulie menante ou ce qu'on appelle le pignon aussi. Enfin, le dernier tableau, c'est une comparaison des principaux systèmes de transmission de puissance. Nous avons essentiellement parlé un peu de la puissance de la courroie plate, de la courroie trapézoïdale. Ici, la comparaison, si on le fait par rapport aux engrenages, c'est-à-dire aux réducteurs, essentiellement les réducteurs. Donc ici, le couple est très élevé comparativement aux courroies trapézoïdales ou faibles. L'avantage, la durée de vie est très très grande. Si on fait un bon entretien du réducteur, de la boîte de vitesse, donc la durée de vie est très importante. Pour les courroies plates ou trapézoïdales, la durée de vie, bien sûr, elle est moindre. On peut à quelques centaines, un millier d'heures. Pour les inconvénients, nous les avons listés tout au début de la présentation de la diapo. Ici, par exemple, il n'y a pas de lubrification. Le rendement est relativement faible. Le couple est faible. Comparativement ici, le couple est très très élevé, etc. Donc cette diapo-là, vous pouvez la consulter par vous-même pour visualiser un peu quels sont les avantages et les inconvénients par rapport aux principaux systèmes de transmission, engrenage, c'est-à-dire réducteur, la transmission par chaîne, la transmission corontée, côtelée, trapézoïdale et plate.